d'être positif. Et d'autre part, il n'y a pas beaucoup de tests qui ont été effectués. Alors, sur le nombre de tests, alors, je ne sais pas si vous voyez sur le partage d'écran, j'avais mis quelques données. Donc, par exemple, si on compare la France et la Corée du Sud, alors au moment où j'avais pris les informations, là, au 15 mars, on était à environ 5 tests sur 10 000 personnes en France, comparé avec 50 sur 10 000 en Corée, donc environ 10 fois plus à ce moment-là. Donc, la méthode qu'on a choisi d'utiliser ici, c'est une méthode qu'on appelle mécanistico-statistique. Donc, le principe, c'est de coupler des modèles mécanistes qui peuvent être type EDP, EDO ou encore éventuellement même des modèles stochastiques avec des données qui sont éventuellement souvent incomplètes, bruitées et non nécessairement commensurables avec les sorties du modèle. Alors, le principe de la méthode mécanistico-statistique, alors je surligne un petit peu ici, bon, mais je vais vous l'expliquer. Donc, c'est simplement, on a un certain processus qu'on va représenter par un modèle mécaniste. Donc, ce qu'on entend par modèle mécaniste, c'est un modèle qui essaye de représenter les mécanismes qui sous-tendent la dynamique. D'autre part, on a des données. Et la difficulté, c'est de faire le lien entre ces deux choses. Et donc, pour faire ce lien, on va développer un modèle probabiliste qui va nous décrire comment sont obtenues les données conditionnellement au processus sous-jacent, donc au processus mécaniste sous-jacent. Et ensuite, on appelle mécanistico-statistique, puisqu'en utilisant ce couplage modèle-données, on va pouvoir faire de l'inférence statistique. Donc, ce sont des méthodes qu'on a l'habitude d'utiliser dans mon laboratoire, donc BioSP, alors, mais plutôt sur des questions d'invasion biologique, donc plutôt sur des données spatio-temporelles généralement. Donc, par exemple, pour prévoir la dynamique du moustique tigre, qui est une espèce envahissante en France, ou encore pour des questions d'épidémiologie végétale, donc, par exemple pour l'émergence de Xylella fastidiosa. Donc, généralement, on fait ceci avec des EDP de type réaction de diffusion, des EDP paraboliques. Et donc ici, on est dans un cas un petit peu plus simple, disons, au niveau du modèle, puisqu'on va simplement utiliser un modèle d'EDO de type SIR. Donc, je vais revenir sur le modèle juste après. Mais avant ça, je vais simplement vous dire de quelles données on disposait. Donc, il y a un petit paragraphe données là, que je surligne ici. Alors, comme données, on a essentiellement les données à propos du nombre de cas positifs et du nombre de décès. Donc, ici, en France, on a pris les données en France et en Corée du Sud. Donc, ces données-là viennent de l'université John Hopkins. C'est la principale source de données sur le Covid-19, donc vous la connaissez sans doute assez bien. Donc, ces données sont disponibles d'ailleurs sur un serveur de type GitHub, donc c'est très facile à télécharger. Il y a une publication associée là, que j'ai mise, donc Dongeal. Vous pourrez voir dans la biblio, j'ai mis toutes les références, les URL correspondants pour télécharger les données. D'autre part, on a les données sur le nombre de tests effectués. Alors ça, c'est plus difficile à obtenir. Bon, je les ai obtenus sur des rapports épidémiologiques de Santé publique France. Et alors, côté coréen, bon, c'est fait, c'est mieux fait, tout de même, c'est plus facile à obtenir. Donc, on a des rapports journaliers avec vraiment tous les bilans statistiques, le nombre de tests effectués, etc. Donc, voilà, on a ces données-là. Et enfin, ce qu'on n'a pas, c'est ce qui a été rendu public assez récemment, c'est que les données de mortalité en France ne concernent que les décès au niveau des hôpitaux. Donc, le nombre de morts à domicile et dans les EHPAD n'est pas connu avec précision, on n'a pas la dynamique temporelle. Et donc, voilà, ce qu'on sait simplement, c'est que, par exemple, au 1er avril, dans la région Grand Est, donc là, on a des données chiffrées, on sait que sur un total d'environ 1600 morts, il y en avait un tiers qui était dans les EHPAD. Donc, voilà pour les données. Donc, je vais passer maintenant à la description du modèle mécaniste qu'on a utilisé. Donc, c'est un modèle, c'est le modèle à l'équation 1, donc modèle de type SIR vraiment basique, avec les paramètres alpha, donc on va estimer qu'il peut correspondre à un taux de contact.
donc le S, donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de modèle, donc les modèles de type SIR, donc sont des modèles c'est des modèles compartimentaux, donc la population va être décomposée ici en 3 compartiments, donc les susceptibles, donc c'est-à-dire ceux qui ne sont pas infectés ni immunisés, les infectés, les I, et les R, donc éventuellement immunisés, en tout cas c'est ceux qui ont eu l'infection ici. Donc R pour removed par exemple en anglais. Donc, ou recovered, ça dépend des fois. On peut avoir différentes façons d'appeler cette catégorie R. Donc ici, vous voyez que les S deviennent des I, avec un taux qui est proportionnel à certaines valeurs alpha et au nombre d'infectés. Le grand N, c'est la population totale. Donc là, si on fait S plus I plus R, on voit que les dérivés s'annulent. Donc on suppose que la population totale est constante, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la démographie, bien sûr, sur cette échelle de temps, ni le nombre de morts qu'on suppose tout de même négligeable par rapport à la population totale. Donc le paramètre bêta, il va il va décrire le taux auquel les infectés deviennent des recovered, des R. Et l'inverse du paramètre bêta correspond en fait au temps moyen nécessaire pour qu'un infecté guérisse, donc ne soit plus contagieux, plutôt que guérisse, puisqu'il peut guérir et rester contagieux. Donc, alors cette valeur de paramètre, pour l'estimer, on s'est basé un petit peu sur la biblio existante. Alors il y a des articles qui nous montrent que le temps médian pendant lequel on continue à excréter du virus, c'est 20 jours. Donc, ça peut se prolonger jusqu'à 37 jours. Mais donc ça, c'est vraiment le temps pendant lequel du virus reste détectable et du virus est excrété. Mais la charge virale diminue et donc une autre référence nous indique que donc on est infectieux à partir de 2 jours et demi avant le début des symptômes, puis jusqu'à environ 7 jours après le début des symptômes. Donc ça nous donne une période d'environ 10 jours de contagiosité. Donc là, on a supposé que ce paramètre 1 sur bêta était égal à 10 jours. Donc le système est démarré à un certain temps T0. Donc ce temps T0, ça va grosso modo correspondre au moment où il y a un premier patient qui est infecté dans le pays considéré. Donc je dis grosso modo puisque en fait ces modèles-là, qui sont quand même des modèles agrégés, qui sont obtenus donc comme limite de modèles stochastiques individus centrés, ne sont pas supposés fonctionner pour des tailles de population petites. Donc au début de l'épidémie, ils ne vont pas forcément très bien fonctionner quand on a des très faibles effectifs, puisque dans ces cas-là, on va avoir des problèmes qui vont d'une part être très stochastiques et d'autre part avoir une composante spatiale forte. Donc le temps T0 qui va être estimé, ça va être, il ne va pas forcément exactement correspondre à la vraie date d'introduction. Donc vous voyez ici que, alors qu'on s'intéresse au taux de mortalité, je n'ai pas parlé du compartiment mort. Donc en fait, le compartiment correspondant aux morts, il est modélisé séparément, c'est-à-dire que je prends donc l'équation D', l'équation 2 ici, D' égale gamma t I de t, c'est-à-dire que les I de t meurent avec un certain taux gamma de t. Mais je n'ai pas intégré ce couplage à l'intérieur du système 1 pour avoir un système plus simple, et en considérant ainsi que donc le nombre de morts n'avait pas été suffisamment faible pour ne pas avoir d'impact sur la dynamique du modèle SIR. Et donc je vais simplement me servir de l'équation 2 pour estimer gamma t par la suite. Donc, bon, je reviendrai là-dessus un petit peu plus tard. Donc voilà pour le modèle mécaniste. Donc, pardon, je n'ai pas décrit comment on pouvait le résoudre. Bon, il faut savoir qu'il existe en tant que, comme beaucoup d'entre vous êtes des matheux, j'imagine que ça vous intéresse le fait de savoir comment on peut résoudre ça analytiquement. Donc il existe une solution. En revanche, cette solution n'est finalement pas tellement exploitable, puisqu'elle fait intervenir un changement de variable temporelle sous la forme d'une intégrale qui est difficile à calculer. Donc j'ai essayé, en fait, le calcul se révèle plus compliqué que de résoudre le système de DO par une méthode classique de type Runge-Kutta. Donc là, j'ai simplement résolu en utilisant un solver de type Runge-Kutta implémenté dans MATLAB.
Donc, voilà pour le modèle mécaniste. Donc, je vous disais, l'approche mécanistico-statistique, c'est on a un modèle mécaniste qui a certains paramètres qu'on ne connaît pas. Donc, ici, les paramètres qu'on ne connaît pas, c'est déjà alpha, donc le taux de contact, et donc, bon, après le gamma de t qu'on cherche à estimer. Et le T0 correspondant donc à la date d'introduction. Donc, on ne connaît pas ces paramètres-là, on aimerait les estimer. Et donc, pour pouvoir faire ceci, on va développer un modèle probabiliste qui décrit comment les données sont obtenues. Et donc, c'est ce qui va correspondre à ce paragraphe-là, modèle d'observation. Donc, pour décrire le modèle d'observation, on appelle donc delta chapeau de t ici le nombre de cas positifs au jour t. Donc, c'est l'incrément sur le total des cas positifs. Donc, c'est vraiment les cas positifs qu'on obtient le jour t, qui vient s'ajouter au total des positifs. Et donc, on suppose qu'il est obtenu, qu'il suit une loi binomiale de paramètres nt et pt. Alors, nt, c'est le nombre de tests effectués le jour t, et pt, c'est la probabilité de succès. Donc, je vous rappelle donc qu'une binomiale, en fait, ça correspond simplement au nombre de succès. Donc, alors, bon, ici, c'est un petit peu ironique d'appeler ça succès, puisque le succès, c'est plutôt le fait d'être infecté. Donc, une binomiale va nous décrire le nombre de succès sur un nombre nt d'expériences identiques et indépendantes, avec chacune une probabilité de succès que j'ai appelée P indice T. Donc cette probabilité de succès, elle est assez simple à calculer puisque ça va simplement correspondre au nombre d'infectés dans l'échantillon divisé par la taille de l'échantillon, multiplié donc, par un certain paramètre, sigma ici, qui va correspondre à la sensibilité du test, puisque les infectés peuvent éventuellement ne pas être détectés et avoir des faux négatifs. Donc, si on considère que la population testée correspond à une certaine fraction des infectés dans la population totale et une fraction des susceptibles dans la population totale. On a donc NT, le nombre de tests, qui va correspondre à une certaine valeur taux 1 de t, I de t, plus taux 2 de t, S de t. Donc si on écrit le ratio dont je vous parlais tout à l'heure, donc nombre d'infectés dans l'échantillon divisé par la taille de l'échantillon, on obtient cette quantité-là. En divisant par taux 1 de t, on obtient simplement sigma I de t sur I de t plus kappa t S de t, où kappa, c'est la probabilité d'être testé conditionnellement au fait d'être un individu de type S, divisé par la probabilité d'être testé conditionnellement au fait d'être un individu de type I. Alors là, on fait l'hypothèse que ce ratio kappa ne dépend pas de t au début de l'épidémie, en tout cas, sur la partie qui nous intéresse. Le terme sigma, donc, qui est la sensibilité du test, ici on le fixe à 0,7 sur la base donc, de la biblio existante. Donc les tests existants sont, dans la plupart des cas, sont des types PCR. Et voilà, les résultats indiquent une sensibilité de cet ordre-là. Alors, donc, on voit ici que si I, S et kappa sont connus, on a donc, et NT également, on a donc la loi des observations au travers de l'équation 3. Inversement, l'objectif donc de l'inférence va être d'estimer les paramètres du modèle étant donné les observations. Donc là, on utilise les données, je passe à la partie inférence statistique. On utilise les données entre donc, le 29 février et le 17 mars pour faire cette étude. Et donc, pour pouvoir faire cette inférence, on va définir une fonction de vraisemblance. Donc la vraisemblance, qui est notée L ici, donc pour la likelihood, ça correspond donc, par définition à la probabilité des observations, donc ici les incréments delta chapeau de t, conditionnellement aux paramètres. Alors, comme on a un modèle qui est déterministe, quand les paramètres sont donnés, I et S sont connus également de façon unique. Donc, la probabilité
des observations étant donné les paramètres, c'est également la probabilité des observations étant donné la quantité PT qui était définie précédemment, qui dépend donc uniquement de I, S et kappa. Et donc cette vraisemblance, probabilité donc, des données étant donné, probabilité des observations étant donné les paramètres, ça va donc simplement être égal à la fonction de masse associée à la binomiale, donc calculée en delta chapeau de t. Donc ça, c'est pour chaque observation, pour chaque jour. Et donc cette fonction de masse, elle est donnée ici, donc, avec les coefficients binomiaux standards. Alors maintenant, si on suppose que les observations sont indépendantes conditionnellement au processus. Donc, parce que bien sûr, elles ne sont pas indépendantes, puisqu'elles sont dépendantes via le processus épidémiologique sous-jacent. Mais bon, si on les suppose indépendantes conditionnellement au processus, on obtient donc que la vraisemblance, c'est le produit des vraisemblances associées à chacune des observations ici. Donc, l'idée, ça va être, dans un premier temps, d'estimer les paramètres qui vont maximiser cette vraisemblance. Et on va obtenir ainsi un paramètre qu'on appelle estimateur du maximum de vraisemblance, maximum likelihood estimator. Donc, ceci, ça va être fait numériquement. Alors, donc on a cette fonction ici à maximiser. En pratique, donc la fonction L à maximiser. Donc, en pratique, c'est pas forcément facile de le faire directement, puisque on a un produit de valeurs qui, chacune d'entre elles, vont être extrêmement petites. Donc, en pratique, on ne maximise pas la vraisemblance, on maximise la log vraisemblance, donc le log de cette quantité-là. Et en fait, on minimise la moins log vraisemblance, puisque les algorithmes standards sont plutôt des algorithmes de minimisation que de maximisation. Alors, bon, simplement, petite astuce, quand on essaie de faire ça, ça ne fonctionne pas, puisque le log des coefficients binomiaux est difficile à calculer, à cause des factoriels qui prennent des très grandes valeurs. Donc, en fait, on va plutôt directement calculer ce que fait le log d'une factorielle, ce qui est donc assez simple, donc la somme des logs de n. Et donc, on va minimiser cette log vraisemblance pour obtenir l'estimateur du maximum de vraisemblance et pouvoir un petit peu voir l'adéquation du modèle aux données. Donc, je vais passer à la figure 1 avant de passer à la suite de la méthode. Donc, la figure 1, donc elle compare donc, l'espérance du modèle d'observation associé au maximum de vraisemblance. Donc l'espérance d'une binomiale de paramètres NT-PT, c'est simplement le produit NT fois PT. Donc là, si on utilise l'estimateur du maximum de vraisemblance, donc on obtient les paramètres alpha étoile, T0 étoile, etc. On a tous nos paramètres qui vont maximiser la vraisemblance. On en déduit les I étoiles, S étoiles correspondants, donc on en déduit le PT étoile, donc la probabilité correspondante. Et donc on calcule l'espérance des observations associées donc, à notre modèle paramétrisé par l'estimateur de maximum de vraisemblance. Donc en bleu, on a les données en France, donc les petites croix, c'est les données, et la courbe continue, c'est l'espérance des observations associées au maximum de vraisemblance. On voit qu'on a une bonne adéquation entre le modèle et les données. Alors par contre, en Corée du Sud, ça ne marche pas du tout. Donc dans le cas de la Corée du Sud, on pense que c'est parce que la dynamique ne suit pas une dynamique de type SIR standard avec des paramètres constants. C'est-à-dire qu'on imagine que ce sont donc les stratégies de gestion déployées en Corée du Sud qui font que les coefficients du système dépendent en fait du temps. Donc vraisemblablement, les taux de contact ont fortement diminué avec le temps, etc. Par contre, en France, donc, ça fonctionne assez bien. Donc on poursuit l'étude. Alors, pour l'instant, je vous ai parlé d'estimateur du maximum de vraisemblance, mais donc, on est ensuite parti sur une estimation de type bayésienne. Alors, l'estimation bayésienne, donc, elle est décrite dans le paragraphe que je surligne ici, correspond au calcul de la distribution, qu'on appelle distribution a posteriori des paramètres.
Donc, voilà, la méthode bayésienne est basée simplement sur le théorème de Bayes. Je vois un truc plus affiché, je ne sais pas. Ouais, pardon. Alors, je vois des questions s'afficher, mais je ne sais pas si je dois y répondre maintenant. Ah oui, donc je vois une question. Donc, avez-vous essayé d'ajuster les données coréennes jusqu'à mi-février? Donc, oui, oui. Donc, on avait fait ça et en effet, ça fonctionnait. Ça fonctionnait. On avait un bon ajustement. Alors, il faudrait que je retrouve la courbe dans un ancien préprint, mais en effet, oui, ça fonctionnait. C'est-à-dire que sur la même phase de l'épidémie, sur la phase qu'on a considérée pour la France, ça ne fonctionne pas, mais sur la phase initiale de l'épidémie, on avait en effet un ajustement qui fonctionnait bien en Corée, mais avec malgré tout un coefficient alpha, donc je viendrai là-dessus par la suite, qui était beaucoup plus faible en Corée, même au début de l'épidémie, que en France. Donc environ 2 fois plus faible si mes souvenirs sont bons. Donc, concernant donc la distribution donc, a posteriori des paramètres, donc voilà, le théorème de Bayes nous donne simplement que donc, ce qu'on voudrait, c'est la distribution des paramètres étant donné les observations. Donc ça va être égal à la probabilité des observations conditionnellement aux paramètres fois la proba des paramètres, divisé donc, par la proba des observations. Donc, si on l'écrit ici, ça va nous donner donc, la probabilité donc, des observations conditionnellement aux paramètres, par définition, c'est la vraisemblance. Donc, la probabilité des paramètres, ça va être ce qu'on va appeler la distribution donc, a priori des paramètres. Et ceci, c'est divisé par une certaine constante C qui est difficile à calculer, mais dont on n'a pas besoin en pratique, puisque pour estimer numériquement cette distribution a posteriori, on utilise un algorithme de type Metropolis-Hastings, donc un algorithme d'acceptation rejet, qui fait intervenir des ratios entre des quantités de ce type-là sur des suites de paramètres. Et donc, dans ces ratios-là, on voit que la constante C disparaît. Donc, en pratique, c'est assez lourd à implémenter, puisqu'il faut faire donc c'est des algorithmes donc, qui sont de type MCMC. Donc on doit construire des chaînes de paramètres, donc des suites, avec un assez grand nombre d'itérations. Donc ici, on a fait 4 chaînes indépendantes avec chacune 1 million d'itérations. Donc bon, là, on voit que c'est assez facile dans ce cas-là, puisque le modèle SIR est simulé assez rapidement. Quand on fait ça habituellement pour des EDP qui prennent quelques secondes à être résolus, c'est beaucoup plus compliqué, ça peut prendre quelques mois de calcul, alors qu'ici ça a pris donc, quelques jours plutôt. Donc, en appliquant cette méthode, on a obtenu donc, une certaine distribution a posteriori des paramètres que je vais vous présenter en figure 3, donc dans l'appendice. Donc ici, vous voyez les distributions jointes de chacun des couples de paramètres. Donc distribution marginale jointe, on prend donc 2 à 2 les paramètres. Donc on voit ici, donc on a le paramètre alpha, par exemple, dans la première figure, et le paramètre kappa, T0 et alpha ici, et ici T0 et kappa. Et donc, on peut utiliser ces distributions pour simuler le système. Et donc, c'est pas ce que je vais présenter tout de suite. Pour l'instant, je vais vous présenter donc le calcul du R0. Donc, le R0 pour les modèles SIR. Donc, R0, ça correspond au nombre de personnes qu'un individu va infecter dans une population complètement susceptible. Donc pour ces modèles de type SIR, il est défini comme simplement alpha sur bêta. Et donc, comme on a la distribution de alpha, la distribution marginale de alpha, on peut calculer, donc c'est la figure 5, la distribution de alpha sur bêta. Donc on obtient une distribution de cette forme-là avec une moyenne autour de 3,2.
ce qui est relativement fort, donc un petit peu plus fort que les estimations qu'on voit souvent dans la biblio. Ça dépend. On a des estimations qui vont jusqu'à 5 dans la biblio existante, suivant les données qui ont été utilisées. Donc, mais ici, c'est pas vraiment ce qui nous intéressait, puisqu'on était plutôt donc, centré sur le taux de létalité associé à l'épidémie. Alors, donc on peut utiliser la distribution a posteriori pour simuler le système SIR. Donc on en déduit, ici la figure 4, une distribution du nombre d'infectés en France au cours du temps. Donc vous voyez la dynamique du nombre d'infectés ici, avec les quantiles donc, qui vont nous permettre d'avoir entre les deux quantiles 95% de la masse associée à la distribution. Donc, on a un rapport environ x5 entre le nombre d'infectés recensés dans les données et le nombre d'infectés qu'on obtient ici. Ce rapport serait même encore plus grand si, au lieu du nombre d'infectés, on représentait I plus R, puisque, en fait, ce qu'on considère souvent comme le nombre d'infectés total en France, c'est finalement la somme du nombre d'infectés et du nombre de personnes guéries. Voilà, donc maintenant je vais passer au vif du sujet, donc au calcul du taux de létalité, donc qu'on appelle ici donc infection fatality rate. Alors, pardon, je retrouve dans le texte le calcul de cette quantité-là. Donc, les infectés, leur devenir, c'est soit de passer en R, soit de passer en D, soit de mourir. Donc, si on n'utilisait pas ce système, le calcul du taux de létalité n'est pas si simple que ça, puisqu'il faut, il faut prendre en compte le fait que des individus qui sont pour le moment infectés peuvent encore mourir par la suite. Donc l'avantage de ce système-là, c'est qu'on a un calcul relativement simple où donc, voilà, il suffit de regarder à un instant T donné quelle est la fraction des infectés qui meurent et quelle est la fraction des infectés qui passent en recovered. Et donc cette fraction-là, bon, bah, c'est simplement gamma de t divisé par gamma de t plus bêta dans le système. Donc, étant donné donc, la population I estimée, donc la distribution de la population estimée calculée donc, à partir des paramètres de la distribution a posteriori des paramètres, donc on peut utiliser cette formule, gamma de t sur gamma de t, pardon, on va utiliser le modèle pour d' de t, ici. Donc on va estimer gamma de t, on va prendre d' de t simplement à partir des données. Donc on a des données de mortalité, on en déduit un taux d'accroissement des données, donc on calcule d' de t, et on en déduit gamma de t en divisant d' de t par i de t. Et on fait ça pour tous les i de t obtenus en utilisant la distribution a posteriori des paramètres. Et donc, on en déduit une certaine distribution de gamma t, et finalement, on en déduit une distribution donc, de l'IFR, donc Infection Fatality Ratio, du taux de létalité, au cours du temps. Donc, on obtient quelque chose qui est relativement stable, avec une moyenne autour de 0,5%, et donc des quantiles donc 0,025 et 0,975 qui sont donc autour de 0,3% et 0,8%. Donc, voilà pour le principal résultat. Alors, ce que je vous disais, c'est que les données de mortalité, donc on a considéré comme étant exactes ici, ne prennent en fait pas en compte les morts, notamment dans les EHPAD. Alors, on a tenté de réajuster le taux de mortalité le taux de létalité qu'on a calculé ici, en prenant en compte cette mortalité dans les EHPAD et en se basant sur les données dont on disposait, qui sont des données de la région Grand Est, et qui, comme je vous le disais, nous indique finalement sur un total d'environ 1000 morts à l'hôpital dans la région Grand Est le 1er avril. À ce total-là, il faut ajouter 570 morts dans les EHPAD au même moment. Donc, ça nous donne un facteur environ 1,6, un facteur multiplicatif environ 1,6. Donc, si on considère que ce facteur est vrai à l'échelle française, ça voudrait dire qu'on aurait un taux de létalité ajusté qui serait de 0,5 fois 1,6, soit environ
0,8%. Donc, voilà, pour terminer, simplement une comparaison avec des calculs qui avaient été faits, donc indépendamment. Alors, le taux de létalité qui avait été obtenu par d'autres équipes sur la base de données d'étrangers rapatriés depuis la Chine était de 0,66%. Ensuite, donc, il y a des calculs qui ont été faits, des prévisions qui ont été faites pour la Grande-Bretagne, à partir de ces mêmes données, en fait, mais réajustées pour prendre en compte la pyramide des âges en Grande-Bretagne, qui était autour de 0,9%. Et donc ici, bon, voilà, avec un jeu de données vraiment tout à fait différent, une méthode complètement différente, on obtient des choses qui sont à peu près du même ordre de grandeur. Donc voilà, ça vient conforter un petit peu cette gamme de valeurs concernant le taux de létalité. Voilà, donc je pense avoir fini la présentation. Donc, merci. J'attends vos questions. Ok, merci, c'était super. Donc, pour poser des questions, vous levez la main, s'il vous plaît. Oui, vas-y, Étienne. Oui, bonjour Lionel, merci. Bonjour Étienne. Pour ton exposé. Il y a une question. Ce que je ne comprends pas, c'est ton taux de létalité, c'est par rapport, est-ce que c'est vraiment par rapport aux infectés ou est-ce que c'est par rapport aux infectés qui ont des symptômes sérieux? Parce que, comme tu sais, dans cette maladie, il y a une petite partie seulement de l'ensemble des infectés aboutissent à l'hôpital et ont des symptômes. Et il y en a beaucoup qui passent sous les radars parce qu'ils n'ont presque pas de symptômes, etc. Et j'ai l'impression que ton I de T, est-ce que c'est, compte tenu des données à partir desquelles tu travailles, est-ce qu'il faut considérer que ton I de... Bon, tu sais qu'il y a le modèle, je ne sais pas si tu as vu le papier de Magal et si tu as écouté l'exposé hier de Jocelyn, il y a des gens qui considèrent deux catégories à partir des infectés. Il y a ceux qui aboutissent à avoir des symptômes sérieux, ceux qui n'ont pratiquement pas de symptômes. Et j'ai l'impression que, enfin, je veux dire, quel est le dénominateur hein, dans ton taux de létalité? Le dénominateur, c'est tous les infectés ou c'est les infectés, qui sont sérieusement infectés, qui ont des symptômes sérieux? Là, c'est tous les infectés. C'est pour ça que j'appelle ça infection fatality ratio, parce que si le dénominateur était simplement les infectés qui ont des symptômes sérieux, finalement, on se rapprocherait de ce qu'ils appellent généralement case fatality rate, qui va correspondre quasiment au nombre de morts divisé par le nombre d'infectés détectés, simplement. Donc ça, c'est assez proche finalement des données simplement brutes. Là, la difficulté, c'est de prendre en compte en fait tous les infectés. Donc les dénominateurs, c'est tous les infectés en prenant en compte ceux qui sont asymptomatiques et qui passent complètement sous les radars. Oui, avec le problème que, d'après l'exposé d'hier, on ne sait pas justement le rapport entre tous les infectés et les infectés détectés. On ne connaît pas ce rapport-là. C'est justement celui qu'on essaye d'estimer. C'est celui dont je disais que le rapport est... alors, le rapport est x5, mais il faut c'est comme je disais, il faut voir si ce rapport, on doit prendre les infectés ou les infectés plus les R, ça dépend du type de données qu'on va considérer. Mais donc, ça va être entre x5 et x10 suivant ce qu'on prend. Mais le but, finalement, de notre travail, c'était justement de calculer, alors bon, là je ne l'ai pas précisé, mais c'est précisément de calculer le nombre réel d'infectés dans la population, notamment les asymptomatiques, pour pouvoir ensuite en déduire le ratio, simplement le nombre de morts divisé par le nombre d'infectés. Oui, c'est ça. Excuse-moi, avec le problème que d'après l'exposé d'hier, les données actuelles ne permettent pas d'estimer ce rapport que tu évalues à x4, x5. Alors, ce que montre notre exposé, mon exposé, c'est que, en fait, si, parce que si c'était pas le cas, tu vois, j'aurais des distributions, des paramètres qui seraient complètement plates. Et là, finalement, quand tu regardes la figure 4, je crois, c'est ça.
on a quand même quelque chose qui est relativement resserré. Donc, il y a quand même de l'information dans les données pour trouver ce facteur. Puisque la figure 4, finalement, je pourrais la représenter aussi sous la forme d'un ratio, simplement, entre nombre d'infectés réels dans la population et données. Donc voilà, c'est sûr que les données actuelles ne permettent pas, sinon on n'aurait pas fait ce travail, si c'était simple. Donc, c'est intéressant. Tu contredis, Jocelyn. Malheureusement, je n'ai pas pu voir l'exposé. Non, mais je ne contredis pas au sens où c'est vraiment l'intérêt du travail qu'on a mené ici. C'est-à-dire qu'on ne peut pas l'obtenir simplement. Mais finalement, les données semblent contenir quand même suffisamment d'informations pour en déduire avec plus ou moins de précision un facteur entre nombre d'infectés réels et nombre d'infectés observés. Alors, bon, je vois des choses qui apparaissent, des conversations, mais je ne suis pas certain. Alors, Stéphane Boucheron a une question. Oui. Alors, ah oui, c'est une question sous forme de conversation, c'est ça? Oui. Pouvez-vous faire tourner vos estimateurs sur les données allemandes? Alors, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi parce qu'il n'y avait pas les données concernant le nombre de tests, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des données concernant le nombre de tests en Allemagne sont très peu précises. On sait qu'il y a beaucoup de tests, mais par contre, je n'ai pas réussi à avoir les données au jour le jour en Allemagne. En fait, c'est vraiment la donnée qui est la plus difficile à obtenir. Donc, j'ai essayé également de le faire sur les USA, par exemple, mais ça ne marchait pas du tout parce qu'on a des données complètement abracadabrantes avec notamment des nombres d'infectés certains jours qui sont supérieurs au nombre de tests effectués aux USA. Et donc, c'est un petit peu la difficulté ici de récupérer ces données-là. OK. Alors, Luis Almeida. Luis, il faut activer ton micro. Ok, désolé, je n'arrivais plus à l'activer. La question, c'était un peu liée à l'exposé qu'on avait eu de Gasquel, que tu n'as pas dû suivre non plus, où il disait que la probabilité d'infecter quelqu'un était un peu liée à la virulence et aussi aux symptômes que le malade avait. Dans ton modèle, il n'y a pas ça du tout. Donc, que tu sois symptomatique ou que tu aies des symptômes forts, tu as la même probabilité de transmettre la maladie, c'est ça? Oui, c'est ça. En quelque sorte, c'est un modèle en champ moyen, que ce soit spatial, en âge, au sens où l'âge, ce serait le temps depuis lequel tu as la maladie, en symptômes, etc. Mais pour bien faire, ce qui serait sans doute ce serait impossible de faire les estimations qu'on a là avec un modèle de ce type-là, il faudrait ajouter toutes ces variables-là. Pour avoir une EDP avec une structuration en âge suivant le temps depuis lequel on a la maladie, une structuration en espace suivant la zone dans laquelle on est et la densité de population, et une structuration donc en concentration en virus, enfin une structuration par rapport aux symptômes, et donc on aurait une EDP en effet à 4, une variable de temps plus 3 autres variables et des termes de transport pour décrire le vieillissement, etc. Tu as vu des gens qui faisaient des trucs en structuration en virulence avec des données ou des choses comme ça dans ce que tu as lu ou pas? Parce que moi, je cherche un peu ça. Non, je n'ai pas vu ça. Ça doit exister, mais à vrai dire, la biblio que j'ai faite concerne plus les aspects données que les aspects modèles. En fait, j'ai pas eu le temps. C'est vrai que ça a été relativement court entre le moment auquel je me suis mis et maintenant. Donc, j'ai pas vu ça. Mais en effet, ouais, je me suis dit que ça pourrait valoir le coup d'avoir une structure, un modèle simplement avec une variable d'âge en quelque sorte qui correspondrait au temps entre lequel l'infecté a été contaminé et le temps présent. Donc, tu n'as pas vu ça encore? Mais non, je n'ai pas vu ça. Ok, merci beaucoup. De rien, merci. Merci. Laurent,
Oui, bonjour Lionel. Bonjour. Donc, je voulais juste faire une très très courte suggestion, c'est que je pense que ça vaut le coup maintenant d'aller regarder les données des zones qui sont les plus touchées. Et en particulier, moi, au vu des données que j'ai trouvées, je crois que c'est la province de Crémone, qui est dans la région de Lombardie, qui est la plus touchée en pourcentage de la population. Et je pense déjà que pour répondre aux questions que vous vous êtes posées, toi, mais aussi Jocelyn, on peut déjà avoir une borne sup ou une borne inf, suivant comment on voit les choses sur les données, en regardant les données de cette province, dans laquelle, moi, mon impression, hein, c'est que on a déjà un taux d'infectés qui est probablement un pourcentage non négligeable de la population totale. Donc, on est sans doute dans une zone dans laquelle, disons, on a une immunité collective qui est non nulle, qui est non D'accord. négligeable. Et du coup, est-ce que le, le taux, disons, entre guillemets, de mortalité, c'est-à-dire simplement pas celui qu'on estime, mais le ratio entre nombre de morts et nombre de personnes affectées détectées est plus faible dans cette région-là Là, j'ai pas fait ce calcul-là, mais je vais essayer de retrouver les données. Malheureusement, là, j'ai essayé rapidement de retrouver la donnée. J'avais regardé ça hier. Il m'avait Hmm. semblé que le nombre d'infectés, disons, mesurés Oui, par les tests dans cette province italienne est d'à peu près 1,5% du nombre total d'habitants. Donc, on d'accord. commence à avoir des nombres qui Oui, oui, sont, voilà, qui sont élevés. Et si on imagine, par exemple, que le nombre d'infectés réels, c'est 10 fois plus, ça voudrait dire 15% de la population ouais. infectée. D'accord, ouais. Donc là, on est très largement sorti de la croissance exponentielle du début de l'épidémie, au moins dans cette zone. Oui, oui, oui. Après, nous, c'est le type d'approche qu'on propose là, je pense, doit fonctionner essentiellement au début. Ensuite, ça devient plus compliqué puisque le modèle doit prendre en compte. Donc, bien sûr, là, le modèle, comme c'est un modèle de type SIR, il va au-delà de la simple croissance exponentielle. Si on regarde les courbes, on a, bien sûr, ensuite, on va atteindre un plateau, puis on va avoir le nombre d'affectés qui va diminuer. Mais je pense qu'on ne peut pas supposer que les paramètres sont constants trop longtemps quand même, puisqu'il y a toutes les mesures de confinement qui vont influer quand même sur le taux de contact et la saturation des hôpitaux qui va énormément jouer sur le taux de mortalité. Donc ici, on ne supposait pas de constant le taux de mortalité. Mais donc voilà, l'approche est plus valable, je pense, au début de l'épidémie que par la suite. Ok, merci. Merci à toi. Merci. Ramsès? Ah oui, merci Lionel, bonjour à tout le monde. Donc j'avais une question juste de compréhension du modèle en soi. J'ai peut-être loupé quelque chose dans l'exposé, dont je reviens vraiment sur le système initial, hein, qui était le système 1. Et là-dedans, dans ce modèle tel que c'est écrit, en fait, tu supposes qu'il n'y a pas, en fait, tu négliges la mortalité. Ensuite, il y a le paramètre gamma qui réapparaît après. Bon, là, j'ai peut-être loupé quelque chose là. J'aimerais que tu m'en dises un peu plus et peut-être ça me permettrait de poser ou pas la seconde question, quoi. Alors oui, c'est-à-dire que le modèle, disons, complet, ce sera un modèle avec 4 compartiments dans lequel donc on aurait le I' de t auquel on déduirait un gamma de t I de t, et puis le compartiment des primes de t où il y aurait le gamma de t I de t, simplement. Et donc ici, on a supposé que le terme gamma était donc relativement faible et à ce stade de l'épidémie, n'avait pas d'incidence sur le nombre total d'individus, donc le N, et l'influence sur le nombre I était également négligée. Voilà. Et donc comme ça nous permet de découpler les deux équations, en tout cas dans un sens, et donc d'utiliser l'équation 2 uniquement pour en déduire ce terme gamma de t.
en considérant D' de t comme une donnée et en prenant le I de t estimé. D'accord, d'accord. Parce que du coup, en faisant ça, quand même, l'hypothèse derrière, ben là, ça se voit d'ailleurs sur le système, c'est que tu peux considérer la force d'infection comme étant fréquence dépendante, quoi. C'est-à-dire, c'est qu'évidemment, c'est une fois qui est pas très, en fait, mon sentiment est que c'est pas vraiment très adapté pour une maladie qui s'est fait vraiment par contact, comme une grippe ou comme le Covid-19, quoi. Est-ce qu'après, tu crains pas que, en fait, je sais pas à quel point ça change ou pas, ou les choses, quoi. Non, je pense que, tu vois, enfin, si l'hypothèse, on l'a faite ici, c'est qu'on pense que ça ne change pas grand-chose, en tout cas à ce stade de l'épidémie-là. C'est-à-dire que le nombre de morts n'a pas forcément d'effet sur la dynamique épidémique. Et donc, c'est pour ça qu'on peut le négliger. D'accord, d'accord. Ce serait le cas, bien sûr, si on avait des taux de létalité beaucoup plus forts, hein, dans une maladie où le taux de létalité est très élevé. On sait que ça peut avoir des répercussions sur la propagation de la maladie, bien sûr, hein, Ouais, en clairement. détruisant son hôte. Mais dans le cas présent, ça reste, même si on a des taux qui sont quand même forts à l'échelle d'une population entière, tu vois, le taux qu'on prédit, par exemple, ici, qui est autour de, qui est inférieur à 1%, c'est le cas des autres études aussi, a un impact quand même très marginal sur la dynamique, tu vois, de l'épidémie. Merci beaucoup. Et Romuald avait une question? Oui, merci pour cet exposé. J'avais une question que tu as un petit peu abordée. La question, c'est quand les coefficients vont commencer à dépendre du temps, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire? Je pense en particulier au kappa que tu as choisi fixe, ce qui est tout à fait réaliste jusqu'au 15 mars, si je ne dis pas de bêtises. Donc, si on commence à mettre des shapes sur le kappa, voire sur le alpha, potentiellement driver juste par un ou deux, enfin 2 ou 3 paramètres, qu'est-ce qu'on a une chance d'arriver à faire avec ces approches? C'est peut-être possible. Alors, ça va juste multiplier. Alors, ça va multiplier les hypothèses qu'on va devoir faire. C'est ça ce que j'aime pas trop, mais c'est-à-dire qu'on va devoir choisir une forme paramétrique pour le paramètre qu'on souhaite estimer comme étant un paramètre dépendant du temps, donc soit le alpha ou le kappa. Mais par exemple, on pourrait dire qu'il prend, je sais pas, des valeurs sur certains intervalles de temps, des valeurs constantes. Et il va falloir estimer chacune de ces valeurs comme un nouveau paramètre, en fait. Et donc voilà, ça reste à faire. Ou alors, bon, il peut y avoir peut-être des hypothèses plus simples qui évitent de multiplier le nombre de paramètres. Hein. On pourrait imaginer que kappa, c'est certaines fonctions f de t fois une certaine quantité. Mais bon, le problème, c'est qu'il va falloir dire quelle fonction f de t. Donc, si on veut vraiment faire de l'estimation sans trop d'a priori sur la forme de la fonction, bah oui, ça va multiplier le nombre de paramètres. On pourrait imaginer une situation où, par exemple, alpha, ça serait un certain alpha de t, et on essaierait d'estimer alpha de t pour chaque jour. Donc, bien sûr, on doute que ça ne fonctionnera pas, qu'il n'y aurait pas assez d'informations dans les données pour avoir le alpha chaque jour. Donc, il va falloir trouver un compromis entre la parcimonie du modèle et son réalisme, en fait. Bien sûr, bien sûr. C'est juste pour l'exposé de Jocelyn d'hier, typiquement, le alpha était donné par 3 paramètres. D'accord. Si on ne mettait pas de confinement, la date de début de confinement, où les gens commencent vraiment à arrêter de bouger, et puis une sorte de taux exponentiel de décroissement. Juste pour information. D'accord, ça pourrait. On peut déjà choper des trucs qui ont du sens dans la politique actuelle de confinement. Ok, ouais. Oui, peut-être qu'il faudrait tester, mais peut-être qu'on obtiendrait toujours des choses intéressantes, qu'on aurait un peu d'infos sur chacun de ces 3 paramètres, je ne sais pas. Lionel, j'ai enregistré l'exposé de Jocelyn, donc tu n'as pas pu. Oui, j'ai vu, merci. Oui. Tu peux éventuellement le regarder. Il y a une question de Sonia Fourati. Ah, j'entends pas. Donc, elle a écrit quelque chose, mais ce n'est pas très clair. Donc, elle va peut-être revenir, elle est encore en ligne.
Sonia, oui. Voilà, j'ai un exemple là, parce que je le suis tous les jours. L'exemple d'un pays peu infecté pour le moment. Il y a 11 millions d'habitants. Il y a environ 700, entre 400 et 800 tests de réalisés. Systématiquement, c'est environ 10% de tests positifs. Donc, je l'ai peut-être dit, il y a 400 cas confirmés donc, et 12 morts. Est-ce que avec des chiffres comme ça, donc sur un pays qui me semble, a priori, comme grosso modo, assez peu infecté, est-ce que tu peux avoir une idée de l'estimation qu'on peut faire des infectés sur ces 11 millions d'habitants? C'est difficile avec juste trois chiffres. Aujourd'hui, je te dis, est-ce que ces données seraient suffisantes pour pouvoir le faire? C'est-à-dire qu'il faudrait des données du même type que celles qu'on avait pour la France. Je pense que si… Qu'est-ce qui te manque? Les données correspondant au nombre de tests jour par jour. Et voilà, je te dis environ entre 500 et 1000, c'est assez variable d'un moment à l'autre, mais je peux éventuellement te les trouver, ça. Mais c'est de cet ordre de grandeur. Oui, c'est peut-être faisable, peut-être faisable. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'avec des données a priori qui ressembleraient à celles qu'on avait pour la France, a priori, la méthode de pouvoir être utilisée. Mais, bon, ma question, c'est… Après, il y a peut-être des façons plus simples. Je ne sais pas s'il y a une façon peut-être un petit peu empirique de faire le lien entre le taux de positif dans les tests effectués et finalement la prévalence de la maladie. C'est-à-dire que si ce taux de positif… Ouais, quand le taux… Bon, ça dépend de la méthode aussi, la façon dont sont ciblés les patients qui sont testés, bien sûr. Hein, mais là, c'est assez inquiétant d'avoir un taux de positif autour de 10%. C'est certainement bon, ça a commencé par ce qu'on a appelé ici les importés, hein, un peu comme de manière à la française, ceux qui venaient de Chine, etc. au début. Hein, donc, en fait, les processus sont essentiellement décalés en temps, mais les mesures me semblaient assez similaires. Les mesures, je veux dire, politiques sont assez similaires. Bon, est-ce que… Donc, ça veut dire que c'est infectant. Évidemment, si on reporte 10% de testés, c'est certain que c'est affolant. Mais justement, est-ce que c'est un facteur admis ou un facteur un dixième des gens? Parce que les gens testés sont déjà repérés pour une raison ou pour une autre. Oui, c'est ça, bien sûr. Soit qu'ils arrivent à l'hôpital, soit que… Voilà. Donc, certainement, très soupçonnable d'être infecté par rapport à quelqu'un pris au hasard dans la population. Oui, mais ce que je disais, du coup, c'est qu'on peut peut-être… essayer de voir par rapport à ce qu'il y avait en France en termes de taux de positif parmi les testés et d'essayer d'en déduire peut-être… Au tout début. Oui, c'est ça. Oui. Oui. Et peut-être essayer de faire un parallèle. Je n'ai pas en tête quel était ce taux de positif. Donc, ou sinon, en effet, utiliser le même type d'approche à partir des données tunisiennes. Il me semble que c'est similaire au début, ce qui a été fait au début de l'épidémie en France. Voilà. C'est-à-dire il y a 15 jours, quoi, ou 3 semaines. Voilà. Donc, mais ça me paraît, l'estimation me semble, de toute façon, me semblerait sérieuse, serait extrêmement grossière à mon avis, mais c'était ça, c'est que l'estimation de ce qu'on cherche, hein, c'est-à-dire le nombre d'infectés dans la population, qui risque d'impacter le déconfinement, quoi, ou la sériosité du confinement. Très bien. Il y a d'autres questions, donc on va peut-être passer à une autre question. Laurent Desvillettes, tu avais une autre question? Oui, je voulais juste… Là, j'ai retrouvé les données de Crémone
pendant le temps là, pendant lequel on parlait. Donc, il y a 600 morts, 4000 personnes qui ont été trouvées infectées et 360 000 habitants dans la province. Donc, ça représente déjà un taux de létalité d'environ 0,2%, peut-être un petit peu moins, en divisant simplement par le nombre de gens qui Par la habitent population totale. sur la population totale. Et si on accepte disons, ta valeur typique, disons, de la létalité, qui serait, disons, aux alentours de 1% ou peut-être un petit peu moins, à ce moment-là, ça signifierait qu'on aurait 60 000 infectés dans la province, ce qui correspond à peu près à 1/6 du total des gens qui seraient infectés. Il faut ajouter que donc, dans les données que je viens de voir, il y a encore 30 morts par jour en ce moment. Donc, le nombre total de 600 morts, il est sûrement très sous-évalué lui-même. Hein. On arrivera probablement à 1000 morts dans cette province. Donc, il me semble que ça donne quand même des valeurs inférieures, hein, si on veut. Oui, en effet. Oui, super intéressant. Voilà, c'était juste pour préciser ça. Merci beaucoup. Ok, Amaury. Oui, bonjour à tous. Bonjour Lionel, merci beaucoup pour l'exposé. Merci d'avoir accepté de me remplacer. Donc, bon, j'aime beaucoup. Hein, j'ai juste une toute petite question de modélisation. Donc, l'équation 3. Donc, pour rebondir sur la question d'Étienne. Donc, ici, en fait, on agrège finalement les asymptomatiques infectés et les symptomatiques infectés. D'accord ? C'est ça. Donc, si tu penses à I comme étant I plus A, j'aurais tendance à penser que finalement, quand tu écris NT, il y a le taux 1I plus taux 2S. Je ne mettrais pas le taux 1 en facteur de... Donc, j'écrirais plutôt NT comme taux 1I plus... Si I, je le remplace par I plus A, j'écrirais plutôt comme, au lieu de taux 1I plus taux 1A, j'écrirais plutôt comme taux 1I plus taux 2A plus taux 2S. C'est-à-dire les asymptomatiques, a priori, ils vont être traités comme les susceptibles, du point de vue des tests. Ouais, c'est-à-dire que tu penses que... oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. Et du coup, peut-être, je ne sais pas si ça rajoute du signal ou au contraire, ça en gomme, je ne sais pas, mais peut-être que ce serait intéressant de voir ce tout petit changement, comment il impacte. Évidemment, après, donc, ce qui t'intéresse, toi, c'est le facteur entre le nombre d'infectés, le nombre de diagnostics, pardon, et puis I plus A, quoi. Et peut-être que ce petit truc-là, il peut permettre d'avoir un peu plus encore de signal sur la décomposition entre symptomatique et asymptomatique, je ne sais pas. Enfin, peut-être qu'il faut rajouter une classe, je sais pas. Ouais, alors, donc il y a Étienne qui travaille avec nous, qui me dit en parallèle que Étienne Klein, donc, que ça changerait sans doute pas grand-chose, puisque si on considère que les A sont proportionnels à I, et que puisqu'on estime finalement le ratio taux 2 sur taux 1. Peut-être, ça me semble pas évident. Enfin, faut regarder le ratio là. Le calcul. Ouais. Parce que tu vois, si tu dis A, c'est un certain. Un multiplicateur de X. Ouais, c'est ça. Ouais, mais justement, quoi. C'est-à-dire si tu le sors de. Tu vois, si c'est plus le même taux 1 qui est en facteur de I et de A, ben, ça déforme le PT quand même. Enfin, il me semble que ça devient. Il me semble que ça devient identifiable en I sur A, quoi. Enfin, ça devient plus. Enfin bon, faut regarder. Ouais, je pense que ça ne changerait pas grand-chose. À mon avis, en effet, c'est plus le même kappa. Disons qu'il a une autre définition, mais au final. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. C'est ça. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Mais alors après, quand tu fais ton multiplicateur entre I et entre le nombre de cas et le nombre d'infectés, faut modifier légèrement le kappa. Estimer. Ouais, sans doute. Ouais.
À voir, ouais, je vais réfléchir. Merci beaucoup en tout cas. Ok, Merci à toi. merci. Alors, moi, j'avais une petite question. Une partie de ton travail est sur, on le voit là dans l'équation 2, la donnée du D'. Mhm. Donc, D, c'est le nombre de morts par jour. Exactement. Ouais. Donc, déjà, cette donnée par jour, elle est très, très variable. Elle est très, très Enfin, changée. c'est un cumul, hein, c'est un cumul. Ouais. Ah oui, c'est donc le nombre de nouveaux morts par jour. Non, D, c'est le cumul des morts, c'est le total des morts. Ouais. Ouais, D'accord, ok. au jour T. Ouais. Donc, D', c'est le nombre de nouveaux morts par jour. Voilà. Exactement. Et donc, ok. J'avais cru que c'était la dérivée de quelque chose qui était déjà variable. Donc, Non, ouais. C'est un peu plus lisse quand même que ça. Ouais, un peu plus lisse, d'accord. Ok. Ben, en fait, c'est ce qu'on voit dans la figure 2. Hein. C'est assez brut, la figure 2. Donc, c'est vraiment calculé comme ça. Et donc, en effet, on voit les variations qui, en effet, se reportent sur cet IFR, hein, sur ce taux de létalité. Ok, d'accord. Bon, j'avais d'autres questions qui ont déjà été posées, donc on va arrêter. Il est 10h30. Merci beaucoup à tous. À moi qui ai une question brûlante et une main qui se lèverait là juste en dernier, on va arrêter. Donc, merci à nouveau Lionel. Donc, 3 petites annonces. Il y a un changement de programme par rapport à ce que j'ai envoyé dans le dernier message. C'est-à-dire qu'Amaury Lambert, qui devait parler vendredi, pense que ça serait mieux qu'il parle avant Anna Zoukova, et donc il fera son exposé mercredi après-midi. Voilà, donc je vais envoyer ça pour préciser. Et donc on a un exposé aussi mardi matin, ça c'est pas encore annoncé. Mais je vais vous envoyer l'information puisque Ramsès a accepté de nous faire un exposé mardi. Deuxième, Bertrand Maury m'a signalé que le journal MMNP lance un numéro spécial sur le Covid. Là aussi, je vais récupérer l'information un petit peu plus précise et je vais vous l'envoyer. Et la dernière chose, c'est que la date limite pour le dépôt de projet dans le cadre de la faculté des sciences et ingénierie de Sorbonne Université, c'est lundi matin. Donc, je ne vois pas beaucoup d'animations sur le forum. J'espère qu'il y a beaucoup d'entre vous, en particulier les jeunes, qui pourraient saisir cette opportunité de déposer des projets. Je vous rappelle que le maximum, c'est 75 kg, mais ça peut aller évidemment plus bas. Et on peut aussi utiliser le forum pour regrouper et donner une certaine cohérence à des demandes, des petites demandes qui, du coup, pourraient atteindre 75 kg. À mon avis, il vaut mieux faire des propositions coordonnées que des propositions totalement séparées. Donc, je vous invite à alimenter le forum, rejoindre le forum pour indiquer dans quelle direction vous voulez aller. J'en avais signalé un certain nombre, mais évidemment, ce n'était qu'indicatif. Je rappelle que je ne suis qu'un catalyseur dans cette entreprise. Je n'ai pratiquement rien fait de ma vie dans le domaine de la biologie et donc c'est simplement parce que ça me semblait être une bonne opportunité à saisir. Mais donc tous les modélisateurs sont invités dans le cadre de la biologie à se regrouper et regrouper leurs demandes. Ça serait à mon avis quelque chose à faire. Très bien, je vous remercie à nouveau et on a donc notre prochain rendez-vous, c'est mardi. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Et merci encore Lionel pour ce super exposé. Merci Je vous rappelle qu'il est enregistré. On va arrêter l'enregistrement. Et donc, vous pourrez le voir ou le revoir si ça vous dit. Au revoir. Au revoir. Au revoir.